Solène Niederkorn vous propose FinScale, un éclairage sur l'innovation dans le monde de la finance, de la banque et de l'assurance. Ecotree, réconcilier l'écologie et l'économie. Erwan Lemené, CEO et cofondateur d'Ecotree à Brest. Avec ce principe d'investissement dans les forêts françaises, aujourd'hui, puis européennes demain, en fait, on devient propriétaire d'un actif qui non seulement est lui-même rentable, la forêt c'est rentable, le bois pousse, donc il y a une valeur du bois qui déjà apporte un rendement, et en plus, qui a un espèce de goodwill, qui a un co-bénéfice, qui est le carbone qui est absorbé par l'arbre, et puis également la biodiversité qu'il va protéger. Après une carrière en finance chez Société Générale et Arkea, Erwan a tout quitté pour créer Ecotree. Cette société, spécialisée dans la valorisation écologique et économique de la forêt et de son renouvellement, propose aux particuliers et aux entreprises d'investir dans la création et l'entretien de massifs forestiers en devenant propriétaires d'arbres sur des terres dont le foncier est détenu par Ecotree. Vous allez découvrir plus en détail le marché du carbone, les standards, les méthodologies de certification et les labels existants, mais surtout la proposition de valeur de cette start-up. Partant du principe que les forêts sont des actifs économiquement viables, Ecotree permet aux entreprises de compenser leurs émissions tout en investissant dans un actif chargé de symboles. Au travers du cas d'usage d'un transporteur, vous comprendrez la valeur ajoutée de la start-up bretonne présente également au Danemark. Agréé par l'autorité des marchés financiers en France, Ecotree sert aussi des clients privés leur permettant également d'investir dans des arbres ou de se former en ligne. Bien entendu, nous revenons sur la rentabilité de ce placement pas comme les autres et des logiques de diversification du risque. Bonne écoute à tous! Bonjour à tous, bonjour Erwan. Bonjour Solène. Alors merci beaucoup pour ta disponibilité. Comme tu le sais, j'ai découvert Ecotree il y a quelques mois maintenant lorsqu'on s'est vu à FinTech Révolution à Station F. C'était Exactement. pour moi une belle découverte et j'en ai reparlé d'ailleurs avec Ronan Lemoal dans notre épisode Épopée Gestion. Donc un grand merci d'avoir accepté mon invitation. Comme tu le sais, je demande à mes invités de se présenter. Alors est-ce que je peux te demander de te présenter et de nous expliquer en fait pourquoi tu as décidé de te lancer en fait dans cette aventure extraordinaire qu'est Ecotree? Écoute Solène, déjà, moi aussi je te remercie pour ton invitation. Je suis très honoré de venir parler sur ton podcast. Alors effectivement, donc je me présente, je m'appelle Erwan Lemené, j'ai 36 ans et je suis ingénieur de formation. Ensuite, j'ai fait un master, un MBA en finance dans les années 2010-2012. Et effectivement, j'ai aujourd'hui plutôt un passé de financier. Donc, on est 4 cofondateurs chez Ecotree et je suis l'horrible financier de la bande. Et donc, j'ai travaillé à peu près globalement 5 ans chez SocGen et ensuite pratiquement 8 ans chez Arkea où j'ai eu la chance aussi de travailler avec Ronan Lemoal puisque je m'occupais entre autres des participations et du M&A corporate d'Arkea. Alors, pour répondre à ta question, qu'est-ce qui m'a fait passer de l'autre côté? Bon, je pense que, je vais être honnête, il y a 2 raisons. La première, qui est la plus évidente, c'est que je pense qu'on fait partie de cette génération. Alors, je ne peux plus dire que je suis vraiment jeune, à 36 ans, on commence à Ça va. passer la barrière. Ça va. Mais je pense que je suis encore cette génération qui a un compte à régler avec cette histoire de l'environnement. Mhm. J'ai des enfants, des jeunes enfants, et franchement, je me dis, je ne peux pas rien faire. J'ai eu la chance d'avoir une très belle première partie de carrière, et je me dis, il faut que je fasse quelque chose. Et objectivement, j'avais 90% de chances de me planter, mais j'avais envie de faire quelque chose parce que ça me trottait dans la tête. Et je me suis dit, je vais jamais m'en débarrasser et je veux pouvoir dire à mes enfants, papa, il a essayé de changer les choses. Ça a marché, ça n'a pas marché, peu importe. Mais au moins, j'aurais essayé de mettre ma pierre à l'édifice. Voilà. C'est vraiment comme ça que je me suis lancé. Et j'ai eu de la chance parce que finalement, c'est plutôt bien engagé aujourd'hui, Ecotree. Ça Mhm. fait maintenant la 6e année et qu'on est créé et on a un développement qui est exponentiel. Donc, on est plutôt content. Et puis le deuxième facteur, c'est effectivement le côté entrepreneur. Mhm. J'ai eu la chance en M&A de travailler quand même pas mal avec des entrepreneurs et j'ai beaucoup appris à leur côté. Je les enviais, je partageais leurs problèmes et j'avais envie évidemment de leur ressembler. Super, parfait. Donc, tu décides d'entreprendre, mais alors cette idée d'Ecotree, elle est née comment? Est-ce qu'au départ, tu es parti tout seul avec ton bâton de pèlerin ou il y a eu des rencontres qui ont fait que tu décides de lancer cette affaire? Comment ça s'est fait les tout débuts? Alors non, les tout débuts, je pense, si je prends un tout petit peu de hauteur et puis après on aura l'occasion de redescendre un petit Mhm. peu dans l'offre.
Pour moi, j'ai quand même 3 constats majeurs. Le 1er, c'est que j'avais la certitude que le développement durable serait le principal enjeu du 21e siècle. Mmh. Ça, pour moi, ça fait des années que je le sais et il suffit juste d'imaginer que les Chinois et les Indiens consomment comme les Américains pour savoir forcément qu'on va à un désastre écologique. Le 2e, c'est un peu ce sentiment d'urgence ce que je te disais juste avant. On est vraiment finalement la 1re génération à vivre au quotidien les effets du réchauffement climatique et on est en même temps la dernière à pouvoir vraiment y répondre. Voilà. Mmh. Il y a vraiment une urgence à faire quelque chose. Et enfin, je voulais réinventer un peu le côté, de l'écologie, du développement durable. Moi, je trouve qu'en France, c'est toujours perçu comme punitif. Mmh. Tu vois, moi, si je vois sur les 15 ans, on a mis le malus écologique sur les voitures, on a voulu mettre la taxe carbone on a mis la taxe carbone sur les aéroports, on a mis la taxe de recyclage sur les biens de consommation, et cetera, et cetera. Et donc aujourd'hui, il y a un côté, en fait, punitif. Oui. Et je me suis dit: «Moi, je veux balayer ça». J'ai été très inspiré par les pays scandinaves. Eux, c'est l'inverse. Ils valorisent les gens qui font bien, au lieu de punir les gens qui font pas bien. Ouais. Et je me dis comment on peut réconcilier écologie et économie. Et pour moi, c'est hyper intéressant. On peut pas laisser un sujet aussi important que l'écologie Ouais. lié à des œuvres qui font que du mécénat, Mmh. tu vois. Il faut que ce soit un business, voilà. Et en même temps, il faut arrêter de punir les gens parce qu'à force de mettre des barrières partout, on sait très bien que, surtout en France, on a tendance à se faufiler entre les barrières Ouais. et en tout cas à pas comprendre l'enjeu. Voilà. D'accord. Donc tu pars de ce besoin-là, de ce constat-là, mais alors comment naît cette idée d'EcoTree et l'offre? Donc on va revenir dessus, tu le disais, mais Ouais. c'est quoi l'embryon d'EcoTree quand tu quittes Arkia? Alors l'embryon des coteries, au moment où je réfléchis à ça, où je lance ça avec 4 cofondateurs qui ont des compétences vraiment différentes des miennes. Moi, je Mmh. suis, comme je te disais, l'horrible financier. Il y a un juriste, il y a un commercial et puis évidemment, il y a un expert forestier qui était dans ce groupe de réflexion. Oui. Et en fait, le point de départ, moi, il vient, d'entreprises que j'ai rencontrées, notamment de dirigeants, Mmh. dans mon métier de banquier et qui compensaient une partie de leurs émissions carbone en achetant des crédits carbone. Et là, je me suis D'accord. dit: «Mais on est vraiment dans le pollueur-payeur». Enfin, tu achètes des crédits carbone pour compenser ton activité, très bien. Bon, je peux comprendre, c'est une bonne, c'est déjà une bonne première démarche. Mais donc le crédit carbone, nécessairement, il te coûte de l'argent tous les ans. Il y a une inconnue parce que le prix de la tonne carbone varie et Oui. de fait, entre 2016 où on a lancé la boîte et maintenant, le prix de la tonne carbone a doublé Ouais. sur le crédit carbone. Donc il y a quand même un côté aléatoire qui est quand même très fort. Et donc, avec ce principe d'investissement dans les forêts françaises, aujourd'hui, hein, puis européennes demain, en fait, on devient propriétaire d'un actif qui non seulement est lui-même rentable, la Mmh. forêt c'est rentable, hein, le bois pousse, donc il y a une valeur du bois qui déjà apporte un rendement, Ouais. et en plus, qui a un espèce de goodwill, je te dis ça, tu connais bien la finance, mais voilà, qui a un co-bénéfice, qui est le carbone qui est absorbé par l'arbre, et puis également la biodiversité qui va protéger. Voilà. Alors ça, c'est top. La façon dont tu en parles, c'est vraiment beaucoup plus positif, en effet, que le paiement de cette taxe carbone. Si on regarde au niveau du marché actuellement, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise que tu as rencontrés à cette époque-là, comment ils achetaient leur crédit? Quel est le marché actuellement? Est-ce que tu pourrais nous donner des éléments de compréhension pour qu'on pige comment ça fonctionne, tout cet écosystème-là? Moi, j'avoue que j'y connais rien du tout, donc il faut que Bien tu sûr. m'expliques avec des Ouais. mots simples et une vision assez holistique des choses. Bien sûr. Alors, en fait, aujourd'hui, c'est vrai que le marché du carbone, il est vraiment en train de se structurer. Il existe déjà aujourd'hui des standards, voilà. Et tu vois, il y a un truc qui est complètement dingue, c'est qu'il y a encore 2 ans, en France, il n'y avait pas de crédit carbone français. Voilà. Donc quand tu achetais du Gold Standard ou du VCS, qui sont des classes de carbone, c'était pas possible d'acheter du carbone français. Or, ça a quand même du sens aujourd'hui qu'une entreprise qui fait du transport en France ou qui a ses serveurs en France ou qui fait son activité commerciale en France puisse compenser, entre guillemets, puisse financer des projets qui captent grâce à ce puits de carbone qu'est la forêt en France. Et donc est arrivé le fameux label bas carbone qui a été proposé il y a maintenant pratiquement 2 ans Mmh. et qui commence maintenant à émerger. Voilà. Et nous, nos forêts et coteries, évidemment, on se sert notre certificat carbone, hein, qui est tamponné par Bureau Veritas, Oui. qui est un organisme certificateur indépendant, et est basé sur cette fameuse méthodologie bas carbone, ce qui permet déjà, avant même, tu vois, il y a la question déjà de compenser, ce qui est déjà un premier pas. Mais le deuxième pas, c'est quand même d'essayer de le faire en France. Tu vois, je Ouais, pense tout que à ça a fait. quand même beaucoup plus de sens, et puis surtout de le matérialiser parce que nous, aujourd'hui, les forêts, elles sont géolocalisées, les arbres sont même géolocalisés Mmh. et tous les projets aujourd'hui qui sont faits sont très traçables et très transparents pour nos clients.
Mais alors, quand vraiment de façon, je disais, j'aime bien rentrer dans le concret, quand une société doit compenser son carbone, comment elle s'y prend actuellement? Si elle veut payer des crédits, elle achète ça à qui? Combien ça lui coûte? Qu'est-ce qu'elle doit compenser exactement comme émission de carbone? Si on prend, Oui, j'aime bien toujours ton exemple de la société de transport parce que c'est hyper parlant. Donc ouais, demain, une société de transport qui pollue forcément beaucoup plus qu'une société de service doit ouais. compenser. Comment elle s'y prend? Alors, ce que je te propose, Solène, c'est je vais juste expliquer en 3 minutes l'offre Ouais, Ecoterie ouais, et je vais reprendre cet ça exemple marche. très Vas-y, parlant de la vas-y. société de transport. Vas-y, vas-y. Donc, nous, Ecoterie, si tu veux, l'offre qu'on a trouvée, c'est de dire les forêts sont un actif absolument incroyable. Mhm. C'est un actif qui économiquement est viable sur le très long terme, mais aujourd'hui qui a un actif supplémentaire qui est effectivement le carbone et la biodiversité. Donc nous, finalement, on a créé une société. On achète aujourd'hui des terrains qui sont d'anciennes terres agricoles ou des forêts en carence de gestion ou en impasse sylvicole. Mhm. Donc que des projets qui sont abandonnés quelque part, hein. Et donc on va racheter ces forêts. Donc Écoterie est propriétaire du foncier et D'accord. c'est nous qui payons la taxe foncière, c'est nous qui faisons l'entretien, c'est nous qui faisons les reboisements. Et en revanche, nos clients sont propriétaires des arbres, uniquement de l'arbre. Voilà. Donc c'est un principe qu'on a emprunté à la vigne. Tu vois, le foncier nous appartient et les Mhm. arbres appartiennent à nos clients D'accord. et appartiennent juridiquement, hein. Donc ce qu'on appelle, c'est un principe juridique qui s'appelle le bien meuble par anticipation. Donc globalement, ça permet d'investir unitairement dans la forêt française, Mhm. sans avoir la contrainte d'acheter un massif et puis de l'entretenir et puis de payer la taxe foncière et puis de trouver un gestionnaire, parce Ouais, tout à qu'ils fait. savent pas faire. Donc voilà un peu l'idée qu'on a montrée, c'est quelque part une sorte de démembrement, si tu veux. Et donc, comme tu possèdes l'arbre, bah, tu as 3 grands bénéfices. Le premier, c'est le bénéfice économique. L'arbre, il pousse et donc comme il pousse et ben, il va, s'apprécier dans le temps et Mhm. donc, à la fin, lorsqu'il sera récolté, il y aura une valeur que tu vas percevoir au moment de la récolte qui sera plus importante que la valeur du plan que tu as mis en terre au départ. Voilà, le deuxième, c'est évidemment l'aspect écologique, hein, c'est évidemment hyper important. C'est un acte écologique fort, un acte écologique qui est tracé, et les forêts sont géolocalisées, l'arbre il est géolocalisé, voilà, il y a toute la symbolique de l'arbre qui est extrêmement forte, et puis ça capte du carbone, et donc ça aujourd'hui, il y a un certificat carbone qui est associé à ce geste-là. Mhm. Et enfin, le troisième, c'est la symbolique, évidemment, auprès des clients. Une entreprise, c'est quand même beaucoup plus sympa de dire à ses clients, bah, j'ai compensé, je suis neutral carbone parce que j'ai planté 20 hectares à Langoélan, à Plouray ou à Pézarches, Ouais, plutôt que de dire j'ai payé l'amende, regardez, j'ai mon papier avec des crédits carbone. ouais, Voilà. On peut d'accord. jouer sur l'habiller et les offres. Donc maintenant, je vais revenir à mon exemple de transporteur. Et tu vas comprendre tout de suite, et puis les auditeurs vont comprendre aussi un peu le fonctionnement et comment on peut essayer de. C'est ça, c'est vraiment ce qui m'anime, moi, c'est réconcilier l'écologie et l'économie. Ce fameux transporteur, tu vois, il y a 4 ans, quand on l'a rencontré, 5 ans, ouais, 4 ans et demi, quand on l'a rencontré maintenant, il était obligé dans ses appels d'offres de répondre, de rajouter des items sur le développement durable. Voilà. Sinon, il était exclu des appels d'offres. Voilà. D'accord. Donc il avait 140 camions en Bretagne. Il travaillait essentiellement pour la grande distribution. Et dans l'appel d'offres, il avait un certain nombre de paramètres, de critères à remplir sur l'aspect écologique. Et il se trouve que lui, il faisait rien. Donc il s'est dit, bah, comme je ne sais pas quoi faire, je vais m'engager à compenser 5% de mes émissions carbone. Voilà. Et donc, il a fait ses petits calculs, ça lui coûtait 100 000 euros par an. Et puis il s'est dit, je fais un plan moyen terme sur 5 ans. Donc là, je commence à 5%, et puis comme ça, dans 5 ans, j'arriverai à 10. Donc là, je fais 5, puis 6, puis 7, etc. Voilà. Mhm. Et je vais compenser en crédit carbone. Donc il va acheter les crédits carbone qui étaient à l'époque en vigueur, hein. Il y a des seuls qui existent d'ailleurs, c'est les Gold Standard ou VCS, d'ailleurs qui ne sont pas présents en France, hein. C'est souvent des bons qui sont allemands, autrichiens, Mhm. enfin qui sont en dehors de l'Europe et qui coûtait 26 euros la tonne de carbone. C'est un marché réglementé, hein. D'accord. Voilà. Donc déjà, premièrement, l'entreprise va faire une dépense. Donc c'est-à-dire qu'elle va dépenser 100 000 euros en 2016, probablement 110 000 l'année suivante, 120 000 l'année suivante, etc. Donc elle rajoute une charge à l'entreprise. Ouais. Voilà. Deuxièmement, elle base sa stratégie sur l'achat de crédit carbone dont elle ne maîtrise pas le coût. Parce que la tonne carbone valait 26 euros en 2016, elle vaut 42 euros aujourd'hui, et probablement qu'elle vaudra peut-être 100 euros dans 5 ans. Ouais. Voilà. Donc, en fait, quand tu prends des engagements et que le prix est capable de multiplier par 2 en 10 ans, Mhm. bah, il y a quand même un sujet pour tenir cet engagement. Et puis enfin, encore une fois, on est dans le côté un peu punitif. Comme c'est une charge, bah, en fait, finalement, au final, c'est le résultat de la société qui est impacté, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Voilà. Donc, finalement, en s'engageant avec Ecotree, qu'est-ce qu'elle a fait? Déjà, elle a acheté des arbres, sans engager sur un reboisement, je sais plus, je crois que c'était 5 ou 10 000 arbres, Ouais. euh, euh,
à l'endroit où où elle travaille, enfin où les Où elle camions opère. roulent, Ouais. qui était en l'occurrence en Bretagne. Donc déjà, c'est plus une dépense, c'est plus une charge, c'est un actif. Voilà. D'accord. Tes arbres sont l'actif de ton bilan et c'est un actif qui s'apprécie dans le temps. La forêt prend 2% de valeur par an et ça, un enfant de 2 ans peut le comprendre. C'est même pas de la spéculation, c'est que ton arbre, tous les ans, il grandit. Donc la Ouais. valeur bois augmente. Mhm. Voilà. Voilà. Donc déjà, c'est un actif. Deuxièmement, cet actif, il va te générer, en plus de la rentabilité du bois sur le long terme, un autre intangible qui est le carbone. C'est-à-dire que globalement, pour faire simple, un arbre va capter sur toute la durée de sa vie, va capter à peu près entre 800 et 1 tonne de carbone. Mhm. Donc le crédit carbone que tu achètes par ailleurs, tu l'as par l'actif, voilà, Mhm. tu as un actif qui produit du carbone. Et enfin, troisièmement, en termes d'image et puis en termes de symbolique auprès de tes clients, bah, c'est beaucoup plus sympa d'expliquer que, comme je te disais tout à l'heure, que tu as reboisé une forêt pour Mhm. compenser une partie de tes émissions. Voilà. Et donc, voilà comment la mayonnaise a pris. Et puis, il y a un dernier truc qui est absolument magique, c'est que tant que tes arbres sont vivants, tu vois, là, quand tu compenses avec du crédit carbone, chaque année, ta boîte, ton entreprise, elle émet du CO2. Donc, Ouais. tous les ans, tu es obligé de remettre la main à la caisse. Quand tu as acheté des arbres, c'est comme quand tu achètes ton appartement. Une fois que tu l'as remboursé, ton appartement, bah, tu loges gratuitement dedans. Voilà. Là, tes arbres, une fois que tu les as, ils captent du carbone en 2016, mais s'ils sont toujours en vie, ils vont capter en 2017, en Ouais. 2018, en 2019, Ouais. etc. Et ce, pendant 40 ans. Top. Voilà. Tous les secteurs sont concernés ou il y a des secteurs plus concernés que d'autres? Alors aujourd'hui, honnêtement, tous les secteurs sont concernés, tout simplement parce que indépendamment même des émissions de CO2, le client final aujourd'hui aujourd'hui des fournisseurs qui soient neutres en carbone. Mhm. Il y a vraiment une grande révolution qui s'opère dans la tête des gens. Je dis souvent, en fait, on est en train de prendre ce virage de l'écologie comme on a pris celui du bio, tu vois, ou de la nourriture il y a 10 ans, Ouais, tout quoi. à fait. Mhm. Aujourd'hui, plus personne veut manger des saloperies qui sont. Enfin, tu vois ce que je veux dire. On fait attention à ce qu'on mange aujourd'hui, et je pense que ce même virage est en train de se prendre aujourd'hui sur je veux avoir une consommation qui soit soucieuse de l'environnement et donc Mhm. voilà, d'acheter des biens et des produits qui correspondent à mes valeurs. Parfait. Alors, il y a un mot que tu as utilisé, j'aimerais bien qu'on creuse, parce que c'est vrai que vous êtes à mi-chemin entre la green tech et la fintech. Et c'est vrai que dans la fintech, parfois, il y a un petit peu de greenwashing. Et ce que j'apprécie beaucoup dans votre initiative, c'est voilà, l'importance que vous portez à la biodiversité. Est-ce que tu peux juste préciser cet élément-là? Parce que je pense que c'est très important que les auditeurs aient conscience que ça n'est pas du marketing, c'est véritablement, Ouais. il y a une vraie volonté de votre part de vous inscrire dans cette biodiversité. Et ce n'est Ouais. pas que juste planter des arbres comme on peut l'avoir, voilà, dans certaines solutions de fintech qui se veulent écologiques. Ouais, merci Solène de le préciser. Pour nous, c'est super important et surtout, c'est important pour l'équipe. Parce que voilà, on est 60 personnes aujourd'hui chez Ecotree on en parlait juste aussi avant, les gens recherchent nos salariés, nous recherchons du sens. Hein. Si on a quitté notre job respectif, c'est pour un projet qui a vraiment du sens. Mhm. Et on ne veut pas faire cette impasse là-dessus. Alors, peut-être juste 2 points. Le premier, c'est qu'Ecotree, nous, on est agréé par l'AMF, l'autorité des marchés financiers, sur notre solution d'investissement. Donc déjà, ça rassure. C'est pas un don, c'est pas du mécénat. Voilà. Ouais, Et puis je rajouterais même, on vit avec, donc on fait une marge. Voilà. Donc comme ça, les choses sont dites. Tu vois, on est business. Tu vois, on veut pas. C'est important que le business et que l'écologie se marient pour qu'on fasse quelque chose tout à fait. qui tienne dans le temps. Mm. Deuxièmement, toutes nos forêts sont labellisées FSC et PEFC, qui sont les standards aujourd'hui en vigueur pour gérer de la forêt durable. Et enfin, troisièmement, nos certificats carbone sont émis aussi par Bureau Veritas, qui est un tiers certificateur indépendant. Et donc, tu vois, on a un cadre aujourd'hui dans lequel on opère qui permet de sortir, comme tu le disais, du greenwashing. Voilà. D'accord. Il n'y a pas, j'ai planté un arbre à l'autre bout du monde. Finalement, sur les 10 euros que j'ai donnés, combien est-ce qui est vraiment à aller dans la forêt à l'autre bout du monde? Je ne sais pas. Ouais, Et puis, est-ce qu'au bout de 2-3 ans, est-ce que l'arbre est toujours là? Je ne sais pas. Qui le suit? Je ne sais pas. ouais, Et voilà. Donc ouais. ça, je pense que c'est très important. Nous, on a un engagement de bonne gestion. On va gérer les forêts pour vous parce qu'on est toujours propriétaire du foncier. Et donc, on sort du côté image. Voilà. Le deuxième point, tu l'as mentionné, et ça, c'est fondamental, c'est la biodiversité. Et moi, mon prochain pari, parce que le premier pari, c'était que, je te l'ai dit, le développement durable, c'est le principal enjeu du 21e siècle. Et mon deuxième pari, c'est que on va aujourd'hui, c'est sûr et certain, tu vois, je te le disais en intro, je viens de terminer le livre de Bill Gates, on va aujourd'hui, dans la décennie qui arrive, vers un monde qui va être obligé d'être neutre en carbone. Voilà. Et 10 ans, c'est le bon timing, à peu près.
Et donc, dans cette neutralité carbone, il est évident qu'à un moment ou à un autre, on va nous poser la question sur la qualité du carbone. Voilà. Et c'est pas la même chose d'avoir compensé ces émissions avec du carbone à 3 euros qui vient de l'autre bout du monde avec beaucoup, beaucoup d'incertitudes que de le compenser sur des forêts françaises ou européennes avec des projets qui sont identifiés, Ouais. tracés, audités, etc. Et donc, nous, aujourd'hui, on est convaincus qu'on veut faire notre métier, hein, notamment à travers ces puits de carbone qu'on crée à travers nos plantations, préserver la biodiversité. Et de temps en temps, tu vois, ça va paraître dingue, mais aujourd'hui, dans certains cas, préserver les biodiversités, eh ben, on a finalement des prix de carbone qui sont plus élevés. Voilà. Parce qu'en fait, finalement, on plante peut-être moins d'arbres, on va pas planter sur des zones humides, on va préserver certains types d'essences qui finalement poussent moins vite, donc captent moins de carbone. Et ben, c'est pas grave, on va le faire quand même aujourd'hui. Nous, on veut, si on prend l'image un peu de l'agriculture, on veut un peu zapper ce côté, tu vois, agriculture intensive pour aller directement à la permaculture. Mhm. Voilà. D'accord. Donc, ne créons pas aujourd'hui des fermes de forêt ou de monoculture de résineux qui vont absorber le carbone et sur lequel après tu es obligé de faire une coupe rase pour voilà. Et puis la coupe rase, ça détruit complètement la biodiversité et les équilibres qui ont été créés sur cette zone. Parfait, merci beaucoup. Alors, si on parle de la boîte maintenant, est-ce que tu peux, tu nous en as déjà un petit peu parlé, mais nous donner un petit peu plus d'infos sur la façon dont vous êtes structuré, à quoi sert votre comité d'éthique? Et alors, un point que j'aimerais que tu précises également, c'est comment vous sourcez vos forêts? Alors, ça, c'est la secret sauce. Non, mais c'est une très bonne question, Solène. Je commence par ça. En fait, nos forêts, en fait, on a un avantage énorme. Et je vais être transparent aussi avec vous, avec les auditeurs. En fait, tu as deux marchés de la forêt en France. T'as les forêts qui sont hyper bien gérées, tu vois, les forêts en Sologne, qui peuvent avoisiner les 15-20 000 euros l'hectare, donc ils sont super chers. Et nous, notre modèle d'affaires, il rentre pas là-dedans. Ça Mm, fonctionne pas. mm. Voilà. Et puis après, tu as les forêts dont personne ne veut. Pourquoi? Parce que tu sais, quand tu achètes une ancienne terre agricole qui a plus les subventions, enfin qui peut plus être justement qui peut plus produire parce qu'elle était appauvrie à cause justement de l'agriculture intensive, et que nous on fait une forêt dessus, en fait personne ne veut l'acheter. Pourquoi? Parce que comme il y a même t'as plein d'argent, bah, même si je plante demain moi cette forêt-là, et je n'en aurai aucune jouissance immédiate. Tu vois, c'est le temps long. On parle du temps long. Une forêt, elle prend 20-25 ans avant que tu puisses avoir le côté sympathique de te balader dedans, éventuellement. Enfin voilà, tu vois ce que je veux dire, Ouais. avant d'en jouir réellement. Mhm. Et donc nous aujourd'hui, on achète des trucs que personne ne veut et qui du coup vont mettre 20 ou 25 ans à revenir à leur état naturel. Tu vois, si je prends une analogie dans l'immobilier, on achète que des immeubles vétustes et décrépits qu'il faut restaurer. Et c'est comme ça qu'on gagne de Ouais, l'argent. Voilà. d'accord, ça marche. Et donc, ça a un marché un peu particulier aujourd'hui, et notamment, on travaille pas mal aussi avec notamment avec la SAFER, tu vois, les organismes publics, et qui nous disent, souvent, ils disent, écoutez, il y a personne qui veut reprendre ça, en fait, il faut qu'on en fasse quelque chose, c'est moche, ou les collectivités locales qui nous appellent en disant, écoutez, on a un truc, on ne sait pas quoi en faire, et du coup, nous, on le rachète, et puis on va les reboiser, etc. À condition, évidemment, que ça corresponde à certains critères hein, en termes d'ensoleillement, de qualité du sol, etc., etc. Ouais. Donc ça c'est pour les forêts. Et ensuite, pour te répondre rapidement, le comité d'éthique aujourd'hui, il est là justement, et ça on se l'est auto-imposé, tu Mhm. vois, pour rassurer nos clients et surtout pour que nous ne dévions pas nous-mêmes du sens qu'on veut mettre dans Ecotree, qui est de se dire finalement le profit va passer devant soit l'action écologique qu'on veut mettre en œuvre, ou on va essayer de contourner certaines choses. Et là, pour le coup, on veut être extrêmement transparent et puis sans compromis. Voilà. Les gens qui bossent avec Ecotree, ils Ouais. savent, et nos salariés savent qu'aujourd'hui, nous, quelle que soit notre marge, quel que soit le truc, en fait, on fera toujours passer l'écologie, l'environnement, la biodiversité avant le profit. Et l'équipe est constituée donc de quel type de profil? Donc j'imagine que vous avez des forestiers, des financiers. Qu'est-ce Ouais. que vous avez d'autre comme type de profil? Alors, en fait, on exerce, tu sais, donc nos principaux clients sont des clients B2B. Néanmoins, on a quand même aujourd'hui 60 000 clients en B2C, tu vois, donc finalement, Ouais, ça intéresse aussi des particuliers, tout à et il fait. y en a quand même quelques-uns. Et donc aujourd'hui, globalement, on a une grosse équipe forêt, évidemment, une petite équipe informatique, une grosse équipe pour le coup commerciale, voilà, Mhm. qui travaille avec tous nos projets de nos gros clients corporate pour mettre en place les solutions, trouver les bonnes, enfin la bonne histoire à raconter, les communications associées, etc. Et puis après, évidemment des équipes un peu support hein, qui sont la communication, l'innovation, l'administratif, etc., etc.
Parfait. Alors, si on regarde l'offre, tu as parlé de clients privés, donc il y a des clients privés et des clients corporate. Il y a différentes offres, on peut acheter, on peut s'abonner, on peut même offrir. Quelle rentabilité on peut attendre sur un package de forêt? Je ne sais pas si tu peux nous donner un petit peu d'idée de la Bien sûr. rentabilité des forêts. Et très important, puisque comme tu le sais, j'ai cette gestion de portefeuille ancrée en moi, voilà, du fait de ma carrière. Comment est-ce que tu diversifies la forêt pour t'assurer que tu réduis le risque? Parce que, mettons qu'il y ait Bien sûr. des ravages sur les pins une année, comment est-ce que l'investisseur va pouvoir diversifier et ne pas investir qu'en pins et avoir, je sais pas, des peupliers et des chênes pour réduire le risque de son portefeuille de forêt? Je sais pas si je m'exprime correctement, mais C'est super clair. Alors effectivement, la question, tu as tout à fait raison. Alors la question de la rentabilité aujourd'hui, donc je me répète un petit peu, mais pour qu'on comprenne bien, il y a Mhm, 2 types de rentabilité. La première, c'est la rentabilité de la forêt. La forêt, c'est du temps long. Historiquement, tu sais, en Bretagne, au début des années 1900, on plantait un arbre quand un enfant naissait, on plantait un peuplier. Parce que le peuplier, c'est l'arbre qui pousse le plus vite. mhm, Et comme ça lui faisait une petite dot à son mariage. Voilà. mhm. Et donc on récoltait le peuplier au bout de 20 ans. Et voilà. C'est une petite histoire, mais ça perdure. Il y a encore beaucoup aujourd'hui de villages qui plantent un arbre pour les naissances, plus pour la symbolique que pour l'aspect économique, évidemment. Néanmoins, néanmoins, il y a un aspect économique et aujourd'hui, la forêt prend entre 2 et 4 de valeur par an. Et ça, c'est une donnée qui est donnée par la Caisse des dépôts. Enfin, tu trouveras ça partout. C'est pas nous, c'est pas Ecotric qui l'a inventé. Mhm. Donc, c'est à peu près la capitalisation que tu peux avoir, voilà, D'accord. sur ce type d'actifs. Avec évidemment des projets qui sont très longs. Et là, je ne vais pas me cacher. Je veux dire, en fait, quand tu plantes un arbre, ça prend du temps et on n'a pas inventé la solution qui permette à un arbre de pousser en 5 ans. Voilà. Sur la question du risque, eh ben, je pense que c'est un élément qui est essentiel et qui, à mon sens, est quand même un des facteurs de succès sur la partie, tu vois, investissement de la part des particuliers. Oui. C'est qu'en fait, aujourd'hui, toi, tu aimes la forêt, tu veux investir dans la forêt. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'acheter 3 hectares, je ne sais pas où, en Bretagne, en Bourgogne, en Limousin, et ces 3 hectares, ils vont être de facto, ils vont être géographiquement au même endroit. Voilà. Mhm. Donc, s'il y a un événement climatique qui survient à cet endroit-là, bah, tu vas être complètement impacté. Nous, aujourd'hui, nos clients, notamment ceux qui sont abonnés, ce qu'ils veulent, c'est avoir un chêne rouge d'Amérique en Bretagne, un Douglas en Limousin, un hêtre en Bourgogne. Mhm. Et donc, ils veulent avoir des géographies différentes, des essences différentes et des âges différents. Voilà. Mhm. Et donc, c'est comme ça qu'on diversifie, qu'on arrive à diversifier la forêt. C'est que, comme on a à peu près une vingtaine de projets de reboisement en cours à chaque fois, nous, Oui. on a 1500 hectares aujourd'hui, mais on achète systématiquement, continue à acheter tous les jours. Et donc, en fait, nos clients, ils sont ravis de voir leur portefeuille relativement diversifié, avec un ticket d'entrée très faible, et pouvoir se dire, bah, j'ai trois chênes en Bretagne, 5 pins, je sais pas Mhm. où, et puis constituer leur portefeuille comme ça. Voilà. C'est même moins risqué que de le faire tout seul, en fait. C'est combien le ticket d'entrée? Un arbre, c'est à partir de 15 euros. Donc on peut rentrer demain. Moi, je peux aller acheter un arbre. Ouais, tu peux Ah acheter ouais? un arbre à 15 euros et tu sais exactement où est-ce qu'il est planté. Et alors, la question que je me posais, c'est comment parvenez-vous à dématérialiser ces forêts? Bah, c'est une très bonne question qui nous a été, on a été bien questionné par l'AMF quand on a créé ça. Alors en fait, quand on plante un massif, le planteur, il fait le tour de la plantation, de la zone qu'il va planter. Parce que tu Mhm. vois, les zones qu'on plante sont différentes des zones du cadastre. Parce que tu as des zones humides que tu Oui, bien évites, des sûr. talus sur lesquels tu plantes pas, etc. Donc il a un GPS dans la poche, il va faire le tour de la zone qu'il va planter. Mhm. Et ensuite, on sait exactement le nombre de plants qu'il a mis sur la zone. Donc, on géolocalise parfaitement les arbres. Et donc, quand tu achètes un arbre, tu es propriétaire d'un bien qui est identifié, qui a des coordonnées GPS. Et si tu te rends sur les lieux, comme plein de nos abonnés ont fait tu regarderas sur Twitter, il y en a plein qui prennent des selfies avec leur arbre, tu as vraiment un arbre qui est là. Ouais. Évidemment, dans la durée, la bonne gestion sylvicole nécessite qu'il y ait des éclaircies, c'est-à-dire qu'on coupe un arbre sur 3 pour laisser au meilleur sujet la place de grandir. Et puis, il peut y avoir des aléas aussi Ouais. climatiques, un arbre qui tombe, un arbre qui est foudroyé, etc. Donc en fait, tu vas passer d'un droit sur un bien à un droit sur une quote-part. C'est ce qui s'appelle la subrogation réelle. D'accord. Et on a emprunté ça au monde de la vigne, exactement comme, tu sais, il y a des gens qui sont propriétaires d'un pied de vigne. Mhm. Évidemment, le vigneron, quand il fait ses vendanges, il va pas se dire, tiens, ça c'est le pied de vigne de Solène, donc je prends ma mini bouteille, je mets les baies de Solène dans la bouteille, et du coup, en fonction du nombre de baies ou de raisins qu'il y a, elle va avoir plus ou moins de vin, tu vois. En fait, tu as une quote-part du massif, considérant que
en fait, c'était nécessaire d'avoir ce pied de vigne au milieu de tout ça pour avoir la récolte globale, quoi. Ouais, Voilà. ouais. Donc, c'est pas tokenisé, c'est un sujet auquel on réfléchit aujourd'hui, mais par contre, on tient un registre et qui est Mhm. déposé tous les D'accord. ans. Et ce registre de propriété stipule que toi, tu es propriétaire d'un arbre dans telle forêt, aux côtés de tant d'autres copropriétaires, et que donc, au moment de la récolte de cette forêt, bah, tu toucheras un pourcentage lié à ton nombre d'arbres de la récolte de cette parcelle. Super, c'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous donner une idée de la quantification de CO2 que vous faites? Comment est-ce que vous parvenez à quantifier? Alors, on quantifie sur la base de la méthodologie du label bas carbone, tu Mhm. vois. Donc là aussi, nous, on a pour vocation à apporter une expertise dans ces projets sylvicoles. Mais par contre, on utilise des formules, on n'invente pas les formules, tu vois. C'est des formules qui sont déposées, c'est des formules qui sont Mhm. utilisées par les experts. Notre force, c'est d'être capable de les projeter, de les modéliser et surtout de créer les massifs qui vont absorber ce carbone. Donc voilà. Et ensuite, après, nous, là encore une fois, dans un souci de faire les choses le plus correctement possible, c'est Bureau Veritas qui certifie Mhm. l'ensemble de nos forêts. Donc, voilà, c'est la méthodologie en vigueur pour le label bas carbone, certifiée par un tiers indépendant. Parfait. Dernier point que j'avais vu, vous faites de la formation forestière en ligne qui s'adresse Ouais. à qui en fait? Et ben, on a un e-learning à la demande de nos clients particuliers, Excellent. mais qui sont passionnés par les forêts. Ouais, Mais tu sais, c'est marrant parce que La vie secrète des arbres, c'était le livre le plus vendu en France en 2018. c'est vrai. Voilà. Et en fait, tout le monde aime les arbres. Tu connais, tout le monde a une histoire d'amour avec un arbre. L'arbre, quand on se cachait dedans quand on était petit, l'arbre dans lequel on est tombé, on a construit une cabane dans un arbre. Donc, il y a un côté affectif avec l'arbre. Et les gens, ce qu'ils aiment avec le projet Écoterie, c'est de redonner vie à un souvenir qui les hante ou à un souvenir qui est souvent de leur jeunesse, en finançant ce type de projet-là. Et puis en se disant, en fait, je fais une action écologique qui est tangible, et puis c'est mon patrimoine. Tu vois, il y a moins ce côté placement financier, parce que sur un produit pas liquide qui prend 2% de valeur par an, tu vois, ça n'a pas changé grand-chose dans Ouais, le ouais. patrimoine des gens. Mais tu vois, c'est un peu la bouteille de vin de grand-père, tu vois, qu'on garde Ouais, ouais. et qui vaut quelque chose, ou la vieille 2 chevaux, tu vois, qu'on garde, on sait que ça vaut quelque chose, ça vaut pas rien, et ça va prendre de la valeur dans le temps. Ouais. Voilà, c'est un peu comme ça que les gens le prennent. Voilà. Tout à fait, merci. Écoute, j'avais encore des questions sur les développements, parce que j'ai vu que vous étiez implanté au Danemark. Ça m'intéressait de savoir pourquoi, et puis qu'on termine avec la levée que vous avez faite récemment pour que tu nous expliques à quoi ça va Bien sûr. servir. Alors, on allait au Danemark parce que c'est un pays, les pays nordiques sont 20 ans d'avance sur nous sur ces questions environnementales. Donc, je pense Mhm. que c'est pour nous une bonne façon d'apprendre et puis de cascader ça ailleurs. Et puis aujourd'hui, le projet Écoterie, nous, on veut tout simplement le dupliquer à l'international parce qu'il fonctionne déjà très très bien en France et il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui il fonctionne pas à l'international. Donc, on a ouvert un bureau il y a 1 an et demi. Avec Thomas Kenguilhem, qui est maintenant le partenaire qui s'occupe de ce bureau là-bas, qui compte 15 personnes Mhm. et qui se développe bien depuis 1 an et demi. Malgré la crise du Covid, on arrive aujourd'hui maintenant ça y est, à faire grandir notre petite boîte franco-française à l'international, et ça, c'est super. Voilà, Et les investisseurs, parce que je sais qu'il y a Épopée Gestion bien sûr. qui est parmi vos actionnaires. Est-ce que tu peux nous citer d'autres actionnaires d'Ecotree? Bien sûr, alors on en a 3. On a historiquement les Finistère Angels qui sont rentrés au capital très tôt, Mhm. voilà, vraiment sur un PowerPoint. Ensuite, on a effectivement Épopée Gestion avec Ronan Lemoyle, maintenant qui représente à notre board et qui a un soutien fidèle depuis maintenant de 2017, hein, Mhm. donc à qui on doit beaucoup. Et puis plus récemment, un fonds qui est géré par Frédéric Caron, qui est un entrepreneur lui aussi, et qui s'appelle Accurafi 4, et qui est un fonds globalement d'entrepreneurs aussi, qui veulent soutenir des initiatives à impact. Parfait, merci Erwan. Quel livre tu nous recommandes pour clôturer cette discussion? Eh bien, écoute, j'aurais jamais pensé de ce type de conseil, mais je vous conseille d'ailleurs le livre de Bill Gates que je viens de terminer. Donc, il parle du climat, c'est comment éviter le désastre qui arrive. Je crois, le titre est un peu fort, mais on sent bon déjà que le gars est brillant. Ça, bon, quand on était l'homme le plus riche du monde, c'est quand même, à mon avis, je pense on a quand même un bon niveau d'intelligence. Mais surtout, c'est extrêmement clair et on sent qu'il est extrêmement bien entouré, notamment d'analystes qui, tu sais, le sujet de l'environnement, c'est un peu un sujet qui est affectif. Donc les gens en parlent avec de l'émotion, en prenant des exemples, etc. Et lui, il est extrêmement factuel.
et on sent que, si tu veux, tout ce qu'il te dit a été bossé par des cabinets de conseil en strat super capés, qui ont des chiffres ultra précis, etc. Et donc, il est très pragmatique. Et ça fait du bien d'avoir ça, parce que souvent, quand je vois les débats sur le nucléaire, les éoliennes, le machin, enfin, tu vois, en fait, chacun y va de son... voilà. Ça vole pas haut en général. Je trouve que le livre de Bill Gates cadre bien les choses. C'est un super truc à lire. Parfait. Merci beaucoup, Erwan. C'était hyper intéressant. Merci infiniment. À bientôt. Merci beaucoup, Solène. Ciao. À très, très bientôt. Salut. Merci à tous pour votre écoute. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. N'hésitez pas à me contacter sur Twitter ou LinkedIn pour me faire part de vos commentaires ou de vos réactions. Et je compte sur vous pour noter cet épisode sur vos plateformes de podcast préférées. À la semaine prochaine.